Nous allons là tout de suite nous plonger dans les mécanismes de la complosphère. On va pas très bien beaucoup se marrer parce que la réalité de notre pays et du complotisme actuellement, bah c'est ça. Je vous propose de voir tout de suite en images les discours que l'on peut entendre, hélas, encore aujourd'hui. Ce sont eux les assassins, ceux qui depuis 1 an et demi nous foutent dans des prisons, jouent avec nos nerfs, jouent avec nous, jouent avec nos enfants, qui aujourd'hui veulent faire vacciner nos enfants, qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée, qui aujourd'hui nous emprisonnent. On est dans une dictature aujourd'hui et les assassins ce sont eux. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vacciner nos enfants? C'est ça les piquer comme les sales bêtes qu'on envoie à l'abattoir? Ça m'énerve qu'on administre à des gens un vaccin bidouillé que même le patron de Pfizer refuse de s'inoculer. C'est quand même un signe. On a un système actuellement à travers les plans cancer successifs, en particulier le dernier, qui est un système totalitaire. C'est-à-dire qu'on veut imposer à tout le monde les traitements décidés là-haut par les agences régionales de santé. Vous le savez sûrement, mais l'industrie pharmaceutique est la 3e cause de décès dans les pays dits civilisés. Je trouve que ça fait quelques temps où je fais régulièrement des interventions pour suspicion d'AVC où les personnes ont été vaccinées. Elle me dit clairement en fait que tous ceux qui reçoivent, très souvent liés dans les 2 semaines qui suivent la vaccination, font des AVC massifs. Est-ce que pour vous, le vaccin est dangereux? Alors, très clairement, le vaccin montre non seulement son danger, son absence de nécessité et son absence d'efficacité. Je l'affirme, je ne suis pas quelqu'un qui se fait des idées, je l'affirme, il y a réellement un scandale sanitaire autour de ce médicament et je ne sais pas quelle magouille il y a derrière, mais on veut fourguer ça en français. J'ai lu dans un communiqué ce mot étrange, ils ont refusé de céder. Céder à qui, à votre avis? À notre ACSM? À la sécurité du médicament qui n'a rien à voir avec ces pays-là? Céder à qui? Je préfère, là je suis à mon 36e test PCR, je préfère assumer le test PCR plutôt que de prendre le vaccin. Tout simplement parce que dans mon entourage, j'ai eu des personnes qui ont eu les 2 injections et qui ne sont plus avec nous. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel, mais c'est... Je sais pas, il faut demander au directeur de la NSM comment il en est arrivé là. Pourquoi il n'a pas dit c'est une fake news? Il aurait dû dire c'est une fake news, c'est pas possible. Vous êtes en première ligne de cette guerre de l'information-là. Vous êtes le référent de santé et de proximité d'énormément de patients, de gens qui peuvent douter, et peut-être légitimement quand on voit les messages auxquels ils sont exposés à longueur de journée par des gens qui en plus ont l'air présentables et respectables. Vous êtes vraiment en première ligne, d'ailleurs, d'après un sondage mené par le Moniteur des pharmacies, 7 pharmaciens sur 10, 9 pharmaciens sur 10 estiment que leur clientèle est perméable aux rumeurs et aux fausses informations. Alors, la vraie question, c'est comment est-ce que vous pouvez leur répondre à ces personnes qui doutent ou à ces personnes qui sont manipulés par des charlatans et, au fond, des faiseurs de mort. Pour vous aider à répondre à ces questions, je vais vous laisser maintenant avec un spécialiste des mécaniques complotistes. Il les observe depuis des années, il les décortique désormais sur France Info et sur France Inter. C'est un spécialiste des cultures numériques, il les enseigne notamment au CELSA et à la Sorbonne. Il n'a pas pu être avec nous ce soir, mais il nous rejoint en direct depuis Paris. Je vous demande d'accueillir Tristan Mendès-France. Bonsoir Tristan. Sache que nous venons de voir la litanie des joyeux drills qui, décidément, sont les alliés objectifs de la pandémie. Et la vraie question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il faut d'abord peut-être comprendre un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On est vraiment à un moment assez inédit de l'histoire, j'ai envie de dire, avec un contexte épidémique qui est probablement le plus grand accélérateur mondial, véritablement mondial, de toute la désinformation, et particulièrement évidemment la désinformation sanitaire. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'OMS a
inventé ce terme d'infodémie pour qualifier ce phénomène. Alors d'où est-ce que ça vient? Ça vient de nombreuses frustrations, évidemment. Des frustrations qui peuvent être des remises en cause des paroles d'autorité, des paroles politiques, des paroles médiatiques. On le constate véritablement, ce décrochage de la population française dans tous les sondages. Mais les gens sont aussi contaminés essentiellement par ce qu'ils voient en ligne. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui arrivent à votre comptoir et qui peuvent avoir des argumentaires parfois agressifs, parfois assez inattendus, déroutants, ils ne le tirent pas de nulle part. Et pour l'essentiel, ils ont été contaminés par ces types de discours, notamment de par la façon qu'ils ont de s'informer, essentiellement pour la plupart d'entre eux en ligne. Parce que c'est en ligne qu'on trouve pas mal de ce corpus, de ces narratifs de désinformation. Alors, il faut bien comprendre qu'une partie de la fabrique de l'opinion aujourd'hui se fait effectivement dans cet écosystème numérique et que les réseaux sociaux sont de plus en plus une porte d'entrée à l'information. Alors on a des statistiques, je ne vais pas vous embêter avec trop de chiffres, mais on sait que 2 tiers des Américains aujourd'hui accèdent à l'information essentiellement via les réseaux sociaux et aujourd'hui quasiment 50% des moins de 35 ans en France s'informent, vont sur ce marché dérégulé de l'information qu'est Internet et que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Et qui sont vraiment une opportunité historique pour les promoteurs de discours et de narratifs complotistes. Je veux dire, avant ces plateformes sociales et l'Internet, ils n'avaient pas la capacité d'atteindre une population aussi vaste et de proposer, si vous voulez, tous ces narratifs à la consommation. Et puis cet écosystème aussi se traduit par un nivellement complet des paroles d'autorité. Et dans cet écosystème de l'information, aujourd'hui, dans ce véritable marché de l'attention, il est capté par les plus vocaux. Sur les réseaux sociaux, c'est pas les plus intelligents, forcément, qui sont les plus visibles, ce sont ceux qui produisent le plus de contenu. Et mécaniquement et malheureusement, ce sont plutôt les profils extrémistes ou les militants qui produisent le plus de contenu. Je prends toujours cet exemple, mais sur Facebook, par exemple, vous avez des groupes anti-masques, vous avez des groupes anti-vax, mais où sont les groupes pro-vaccin? Où sont les groupes pro-masques? Il n'y en a quasiment pas. Il y a peu ou pas de militants qui poussent de façon active en ligne une parole scientifique ou mesurée ou équilibrée. Donc il y a une déformation, si vous voulez, de cet espace, simplement qui est phagocyté par les discours les plus virulents, les plus extrémistes. Ensuite, il y a aussi une inquiétude relative à la politisation, si vous voulez, de ce marché informationnel, notamment de la désinformation sanitaire et médicale en ligne, qui peut être captée par des militants politiques et parfois de second plan, peut-être des personnalités comme Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan, qui vont essayer de traduire, si vous voulez, cette frustration que peuvent avoir légitimement certains Français et essayer de les capter pour un bénéfice évidemment électoral. Le problème, c'est qu'évidemment, d'attiser ces types de discours, d'appuyer sur ces inquiétudes, de créer de la confusion dans les esprits, de créer du doute sur, encore une fois, les paroles d'expertise, ça peut avoir des conséquences et ça peut même parfois se traduire par des actes de violence. Dans l'incompréhension, les frustrations, ça peut se traduire par des violences envers des tentes de tests Covid ou des pharmacies, pourquoi pas. Et puis, dernier point que je trouve assez déroutant dans la période actuelle dans laquelle nous sommes, c'est évidemment le rôle des algorithmes. Parce que si encore une fois, une majorité des Français vont en ligne pour s'informer, légitimement, tout simplement aussi parce qu'ils doutent des paroles des médias traditionnels, ils vont basculer où? En ligne. Eh bien, dans cet espace-là, il se trouve que quasiment tout ce que vous côtoyez et consommez en ligne est travaillé par les algorithmes. Notamment les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, d'ailleurs, ces algorithmes vont faire remonter parfois des paroles marginales et leur donner une survisibilité, et particulièrement les discours dangereux, les discours complotistes autour des questions sanitaires. Juste un chiffre, encore une fois, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais ne serait-ce que, par exemple, YouTube,
Sur YouTube, qui est vraiment la porte d'entrée d'accès à l'information des plus jeunes aujourd'hui, 70% des contenus qui sont consommés ne sont pas le fait de quelqu'un qui est allé chercher l'information lui-même, de façon proactive en ligne, mais c'est quelqu'un qui a été exposé à du contenu qui lui a été recommandé par les algorithmes. Et ces algorithmes, encore une fois, ont un véritable impact, encore une fois, en ligne. Après, il faut voir comment ça se traduit dans le réel. Mais en ligne, on a par exemple un exemple qui m'avait particulièrement frappé, encore Dupont-Aignan, qui communique beaucoup durant cette séquence sanitaire, et qui, dans les vidéos qu'il fait, quand il parle des vaccins, et qu'il a des propos qui sont vaccinosceptiques ou vaccino-complotistes, eh bien, sur Facebook, a plus d'engagement que, par exemple, la page d'Emmanuel Macron. Alors que Nicolas Dupont-Aignan est quelqu'un d'un personnage de seconde zone, mais il est numéro 1 en termes d'engagement par rapport aux différents candidats à la présidentielle aujourd'hui, en termes d'engagement sur Facebook. En gros, ça veut dire qu'il est le plus partagé, le plus liké, et il y a le plus d'interactions. Donc c'est pour lui une opportunité extraordinaire, de là où il se situe, sur la marge, d'avoir accès à un public un peu plus vaste, et probablement de faire basculer certains individus dans des discours, des narratifs un peu complotistes. Dernier exemple que moi je trouve absolument déroutant, je vous disais que tout ce qui est en ligne est travaillé par les algorithmes. Eh bien, on a notamment le marché de la culture en ligne. Le marché de la culture, je parle des grandes plateformes culturelles en ligne comme la Fnac ou Amazon. Eh bien, si vous avez un téléphone portable à côté de vous, à l'instant, au moment où vous me regardez, et que vous allez sur le site de la Fnac, et que vous faites une simple recherche, comme le mot « vaccin », vous allez voir que la majorité des résultats qui remontent du fait des algorithmes, la majorité des résultats sont vaccino-sceptiques ou pour certains vaccino-complotistes. Et vous avez même un bouquin qui, je crois, est en 3e position, j'ai regardé ça tout à l'heure, qui s'appelle « Vaccin, un génocide planétaire ?» qui est un bouquin totalement délirant, écrit par un dénommé Tal Chaleur, qui est un chaman urinothérapeute. Et cet individu voit donc son ouvrage, qui n'est pas un succès de librairie, propulsé en 3e position quasiment, ou dans les 10 premiers résultats sous la recherche vaccin. C'est quand même effarant et assez inquiétant. Vous pouvez faire la même chose avec Covid-19. Le premier résultat que vous aurez, c'est un bouquin pareil, totalement délirant, qui s'appelle « Covid, enquête sur un virus » et qui explique que le Covid serait la plus grande manipulation politique de l'histoire aujourd'hui. Alors, toute cette effervescence en ligne a des conséquences. Elle a des conséquences tout simplement parce que cette hystérisation des propos, ces narratifs complotistes complètement délirants, qui ciblent le personnel médical, qui ciblent nommément, encore une fois, des individus, des docteurs, cette effervescence entraîne une sorte d'habitude de propos toxiques et extrêmement violents. Et cette habitude qu'on peut avoir et cette visibilité poussée par les réseaux sociaux, alimentée par les algorithmes, peut permettre à une frange d'individus qui sont un peu plus fragiles de basculer de la militance de clavier en ligne à des actes violents dans le réel. Et mon Dieu qu'on en a ces derniers temps. Cet été, on a eu au moins 3 incendies en France, à la fois de pharmacies et de centres de tests de Covid. On a en Guadeloupe aujourd'hui des actes de violence absolument inquiétants. En Allemagne, un peu partout en Europe, on a des explosions, encore une fois, de violence qui ne sont pas le seul fait de ces discours-là, mais qui sont alimentés par ces discours et la visibilité et la facilité à laquelle on peut y accéder. Alors, tout ça n'est pas très réjouissant, bien sûr. Heureusement, il y a des choses qui se font, il y a des choses que l'on peut faire, mais ce que je trouve important, et c'est ce que je voulais simplement souligner avec vous pendant ces quelques minutes, c'est qu'il faut bien comprendre les ressorts de ces différentes dérives auxquelles on assiste pour quelque part arriver à mieux les combattre. Et en sachant et en comprenant un peu comment se forment certains esprits complotistes que vous pouvez voir parfois arriver en pharmacie, si vous comprenez un peu comment ils s'informent, vous pouvez les percevoir non pas comme des individus complètement délirants, mais des victimes de la façon qu'ils ont parfois de s'informer. Je vous remercie de m'avoir écouté.